Bienvenue sur les cours de Jean-Phi. Nous voyons maintenant les antidéplacements en dimension 3. Soit P est un plan de l'espace, alors la réflexion sigma P, c'est-à-dire la symétrie orthogonale par rapport au plan P, est un antidéplacement car sa partie linéaire est égale à la réflexion par rapport au plan vectoriel P, et ça c'est un hyperplan vectoriel. On peut trouver une matrice pour cette application. On peut trouver une matrice de la forme suivante, là, diagonale, avec 1, 1, moins 1, dans une base orthonormée IJK, et en prenant IJ, une base orthonormée du plan P, et puis K, qui appartient à la droite vectorielle orthogonale de P. Bon, donc ça, son déterminant, évidemment, à cette matrice, il est égal à moins 1, donc ça veut bien dire que on a une isométrie négative et donc sigma P est un antidéplacement. Soit O, un point de l'espace, hein, je note E, l'espace, hein, la symétrie centrale SO qui à M fait correspondre M' tel que O est le milieu de MM' est un antidéplacement et O est le seul point invariant de SO. Démonstration. On a la relation vectorielle OM' est égale à moins OM, hein. Donc on a la partie linéaire de SO qui est égale à moins identité, donc c'est une matrice comme ça, donc ça appartient bien à au moins puisque le déterminant là aussi est égal à moins 1. De plus M' est égal à M, ça équivaut à 2OM égale 0, donc AM égale O. Rappel sur les isométries négatives de l'espace euclidien E de dimension 3. Eh bien, si F est une isométrie négative, soit c'est une réflexion, et les réflexions par rapport au plan vectoriel sont des isométries négatives, soit c'est moins l'identité, soit c'est la composée commutative d'une réflexion par rapport à un plan P, enfin une réflexion par rapport au plan P, vectoriel, et d'une rotation d'axe. Alors l'axe d'une rotation vectorielle, c'est une droite vectorielle, mais cette droite vectorielle, ici, c'est l'orthogonale de P. Donc ça a été démontré quand on a étudié les isométries vectorielles. Soit PP', deux plans parallèles de l'espace, donc on est dans l'espace de dimension 3, donc il s'agit d'hyperplans. Alors sigma P' rond sigma P égale TU, où U est un vecteur qui appartient à l'orthogonale de la direction de P. De plus, U est égal au vecteur nul si et seulement si P égale P'. Démonstration, j'ai F qui est égal à ça, donc sa partie linéaire est égale à sigma P' rond sigma P, mais les directions P' et P sont les mêmes, donc ça fait sigma P rond sigma P égale l'identité de l'espace vectoriel. Donc F est une translation, soit O appartenant à P, par sigma P, son image chez lui-même, et ensuite son image chez O' par sigma P', et on sait que O' est orthogonal à la direction de P', qui est aussi qui est égale à la direction de P. Donc F, donc O' appartient à l'orthogonale de P. C'est ce que je veux. Donc F, la partie linéaire de F est une translation avec U égale O' qui appartient à l'orthogonale de P. P est égal à P', ça implique que F égale sigma P rond sigma P, donc ça fait l'identité et donc la translation de vecteur nul. Et réciproquement, si U est égal à 0, sigma P' rond sigma P est égal à l'identité. Quand je compose par sigma P' à gauche, ça fait sigma P' rond sigma P' rond sigma P, mais sigma P' rond sigma P', ça fait l'identité. Donc j'obtiens sigma P' égale sigma P. Donc l'ensemble des invariants de sigma P', des points invariants, est égal à l'ensemble des points invariants de sigma P. Et donc P' est égal à P. Et c'est exactement ce que l'on voulait démontrer. Propriété, on se donne un plan P de l'espace de dimension 3, vecteur U non nul appartenant à la direction de P. Alors, sigma P rond TU est égal à TU rond sigma P est un antidéplacement sans point invariant. Ça, c'est la réflexion par rapport au plan P et la translation de vecteurs. On les appelle F et G.
leur partie linéaire à F et à G, bah, c'est les symétries par rapport au plan vectoriel P, symétrie orthogonale par rapport au plan vectoriel P. Donc ce sont des isométries négatives, donc F et G sont des antidéplacements. Je choisis un point O dans le plan P, j'appelle O'P le translaté de O. Il appartient à P parce que le vecteur U appartient à la direction de P. Et donc, comme O'P appartient à P, sigma P de O'P est égal à O'P. Alors si je commence par sigma P, O a pour image O puisqu'il appartient à P, et ensuite par image, il a pour image O'P. Donc F de O est égal à G de O est égal à O'P. Et comme ils ont la même partie linéaire, ils sont égaux. F est égal à G, et donc on a bien ça. Supposons qu'il existe un point invariant, F de A égale G de A. Comme la partie linéaire de F, c'est la symétrie orthogonale par rapport à P, et qu'il y a un point invariant, alors F est la symétrie orthogonale par rapport au plan Q défini par ce point invariant, et puis l'ensemble des vecteurs invariants de cette réflexion, c'est-à-dire P. Donc, sigma P rond TU va être égal à sigma Q. Et donc, en composant par sigma P à gauche, TU est égal à sigma P rond sigma Q, mais P est parallèle à Q, parce que la direction de Q, c'est P. Donc, sigma P rond sigma Q est une translation TW, où W appartient à l'orthogonale de P. Donc, je vais avoir TU qui est égal à TW, donc U égale W, mais U appartient à la direction de P, W à l'orthogonale de la direction de P, donc U est nul, et ça c'est pas possible puisqu'on a supposé U différent de 0. Donc il n'y a pas de point invariant. Donc, pas de point invariant. Et voilà. Propriété, sur un plan P de l'espace toujours affine euclidien de dimension 3, un vecteur U. Et alors, sigma P rond TU égale TU rond sigma P si et seulement si U appartient à la direction de P. Démonstration, dans ce sens-là, ça a déjà été vu. Dans l'autre sens, on suppose donc ça. On prend un point O appartenant à P, il a pour image O par sigma P. Et par TU, il a pour image O'. Donc TU rond sigma P. Donc ça, là, on vient de faire sigma P, on vient de faire T rond sigma P. D'accord, on a d'abord fait sigma P, voilà. Donc TU rond sigma P de O est égal à O'. O est envoyé... alors, ce que je vais démontrer, c'est ça. D'accord. O est envoyé en O'. Donc, sigma P de O' va être égal à O'. En fait, ici, ce qu'il faut dire, c'est que TU rond sigma P, c'est sigma P rond TU. D'accord? Donc, voilà. Alors, comme... Donc, ça veut dire que sigma P de O' est égal à O'. Alors, sigma P de O' est égal à O', ça implique que O' appartient à P. Donc, le vecteur U, qui est égal à O', comme O et O' appartiennent à P, il appartient à la direction de P, et c'est donc gagné. Plan médiateur, soit deux points A et B de l'espace 3, A différent de B, alors il existe un unique plan P, tel que B est égal à sigma P de A. P est le plan perpendiculaire à AB passant par le milieu I de AB, et c'est l'ensemble des points équidistants de AB, on l'appelle le plan médiateur du segment AB. Démonstration de l'unicité. Si P existe, il est forcément... c'est-à-dire, si P existe, ça veut dire si on a ça, ça veut dire que P est perpendiculaire à AB et passe par le milieu I de AB. Donc prenons le plan P passant par le milieu I de AB et orthogonal à AB. Montrons qu'il convient. AB est orthogonal à P et I appartient à P. Donc I est le projeté orthogonal de A sur P. Et puis d'autre part, j'ai B qui est I est le milieu de AB. Donc B va être le symétrique de A par rapport à I et le symétrique de A par rapport à P. Voilà. Et donc ça convient. De plus, quel que soit M appartenant au plan P, A et M on pourrait image B et M par sigma qui conserve la distance, donc AM est égal à BM.
Ah, on peut le vérifier d'une autre façon. AM égale BM, ça équivaut à dire ça. Ça équivaut à dire ça. Ce qui équivaut à dire que AB est orthogonal à IM. Autrement dit que M est sur le IM, c'est l'ensemble. Non, ça veut dire que M appartient à l'orthogonale de la droite AB, enfin, passant par le point I. Donc c'est le plan perpendiculaire à AB, passant par I, donc c'est bien le plan qu'on avait avant. Voilà. Et c'est lui qu'on appelle le plan médiateur du sigma. Propriétés, nous allons démontrer deux propriétés qui vont nous servir par la suite. Ce sont des propriétés des isométries vectorielles négatives du plan vectoriel euclidien de dimension 3. Donc on se donne une droite D, un plan P qui est l'orthogonale de D, R une rotation d'axe D et la réflexion sigma P, et F égale sigma P rond R. Alors F égale R rond sigma P, et l'ensemble des invariants, des vecteurs invariants de F est réduit à 0. Démonstration. Donc on décompose n'importe quel vecteur U de l'espace en V plus V, W, suivant la somme directe D plus P. Alors évidemment, R de W appartient à P. R de U est égal à R de V plus R de W. R de V, ça fait V, donc ça fait V plus R de W. Et ensuite, sigma P de ce vecteur-là, ça fait sigma P de V, c'est-à-dire moins V, plus R de W, parce que R de W appartient à P. Donc en fait, j'obtiens que F de U est égal à moins V plus R de W. Maintenant, quand je commute, sigma P de U est égal à moins V plus W, et quand j'applique la rotation, moins V reste moins V, et puis R de W, voilà. Donc j'obtiens que F est égal à R en sigma P. Je cherche les vecteurs invariants maintenant. F de U égale U équivaut à dire que moins V plus R de W est égal à V plus W, ce qui équivaut à V égale 0 et R de W égale W. S'il y avait W, si W était différent de 0, s'il existait W différent de 0, c'est-à-dire que R de W égale W avec W appartenant à P. Alors la restriction de R à P serait l'identité. On aurait un vecteur qui ne bougerait pas dans le plan, donc on aurait une rotation qui serait l'identité de P. Et comme la rotation R c'est déjà l'identité sur son axe D, R serait toujours égal à l'identité, donc ce ne serait plus une rotation. Donc en fait, W il est nul. Donc F de U égale U. Ça équivaut à dire V égale 0 et W égale 0, donc U égale 0. Donc l'ensemble des invariants est le vecteur U. Toujours un espace vectoriel de dimension 3, F une isométrie négative, différente de moins l'identité, dont l'ensemble des invariants est réduit à 0. Alors il existe une unique droite D, une unique rotation R d'axe D, telle que F égale sigma P rond R, où P est égal à orthogonale de D. Donc, d'après ce qui précède, F est égal à R rond sigma P. L'ensemble des invariants est réduit à 0, donc F n'est pas une réflexion. On a vu dans le cours d'algèbre qu'il existe une base orthonormée IJK, telle que la matrice de F soit comme ça. Et elle peut donc se décomposer comme ça. C'est-à-dire matrice d'une symétrie par rapport au plan JK, d'accord ? Et puis ici, matrice d'une rotation R d'axe la droite engendrée par I. Donc D engendré par I, R et P l'orthogonale de D, c'est-à-dire le sous-espace engendré par JK. Donc on a cette égalité entre matrices nous donne que F égale sigma P rond R. Donc d'après ce qui précède, F égale R rond sigma P. Alors, si U égale V plus W suivant D plus P, là je reprends ce qu'on a fait tout à l'heure, F de U égale moins U, ça équivaut à dire que moins V plus RW égale moins V moins W, ce qui équivaut à dire que RW égale moins W. S'il existait W non nul appartenant à P tel que RW est égal à moins W, ça voudrait dire que la restriction de R à P serait moins l'identité, ou encore que θ serait égal à pi.
Si θ égale pi, ça nous fait moins 1 partout, et moins 1 sur la diagonale, et 0 partout ailleurs, c'est-à-dire que f est égal à moins l'identité. Or, nous, on a supposé que f était différent de moins l'identité. Donc, c'est pas ça. Donc, ça veut dire que f de u égale moins u équivaut à w égale 0, c'est-à-dire qu'à u appartient à d. Donc, en fait, d, c'est ker de f plus identité. Donc, ça nous donne donc l'unicité de la droite D, c'est-à-dire de l'axe d'une rotation. C'est-à-dire que si f pouvait s'écrire R' rond sigma P', de toute façon, R' aurait comme axe D. D'accord? Et donc, ça nous donne aussi l'unicité du plan P, et donc ça donne l'unicité de sigma P. Donc maintenant, supposons f égale R' rond. Alors j'ai dit, si c'était sigma P', bah, du coup, c'est forcément sigma P. Donc R' rond sigma P. Bon, bah, comme f est déjà égal à R rond sigma P, ça nous fait R rond sigma P égale R' rond sigma P. Bah, je multiplie à droite par sigma P, j'obtiens que R égale R'. Donc en fait, il y a unicité de D, de P et de R, et donc c'est gagné. Une remarque rapide sur les réflexions dans l'espace vectoriel euclidien grand E de dimension 3. Je considère un plan P, une D une droite de ce plan, K un vecteur unitaire sur cette droite, que je complète par un vecteur I de façon à avoir une base orthonormée de plan P, et que je complète par le vecteur J de façon à avoir une base IJK orthonormée de E. IJ est donc une base orthonormée du plan pi égale orthogonale de la droite D, parce que I et J sont tous les deux orthogonaux à la droite, au vecteur K qui est sur la droite D, et d'autre part, I et J sont unitaires et orthogonaux entre eux. Donc ils forment bien une base orthonormale de ce plan pi. J'appelle delta la droite engendrée par I. Le vecteur I appartient donc à P. Alors il appartient à P ici, il appartient à pi ici, et le vecteur K, lui, il appartient à P, hein, parce qu'il est sur la droite D, mais il n'appartient pas à pi, puisque pi c'est justement l'orthogonale de K. Donc P est différent de pi, et donc puisque I appartient à P inter pi, et bien P inter pi c'est la droite engendrée par le vecteur I sur mon dessin. J'ai le plan P qui est ici, la droite D, avec le vecteur K, pi qui est le plan orthogonal à la droite D, pi inter D c'est la droite delta ici sur laquelle j'ai le vecteur I, j'ai complété par J. J en fait il va diriger l'orthogonale du plan P, hein, la droite orthogonale de P. Par la réflexion par rapport au plan P, sigma P, donc j'ai I qui est envoyé en I parce que I appartient à P, et K qui est envoyé en K parce que K appartient à P aussi, et J va être envoyé en moins J parce que J, lui, il est orthogonal au plan P, hein, puisqu'il est orthogonal à I et puis à K, donc il est envoyé en son opposé. Voilà. Dans le plan pi maintenant, il faudrait survoler, refaire un dessin, mais dans le plan pi, F la réflexion par rapport à la droite delta, bah I va être envoyé en I parce que I est sur delta, et puis J, lui, comme il est orthogonal à delta dans le plan pi, eh bien il va être envoyé en moins J. Donc on a les mêmes résultats, hein, vous voyez, pour I et J, le même résultat ici. Donc F est la restriction de sigma P au plan pi. Conclusion, si P est un plan de l'espace E de dimension 3, euclidien bien sûr, D est une droite de P et pi est égal à l'orthogonale de cette droite, alors la restriction de sigma P au plan pi est la réflexion d'axe delta égale intersection de P et pi dans l'espace vectoriel euclidien de dimension 3, on considère deux plans PP' qui sont distincts. Alors, F égale sigma P' rond sigma P, composé de deux réflexions, est une rotation d'axe D égale P inter P'. Si E est orienté et que l'angle des plans PP' est égal à delta, alors ça signifie en fait que l'angle de leur droite normale est égal à θ. Donc la droite normale à P c'est ça, et la droite normale à P' c'est orthogonale P'. Alors F est égal à la rotation d'axe D et d'angle de θ. Démonstration, sigma prime rond sigma P c'est la composée de deux isométries négatives, donc c'est une isométrie positive, elle est différente de l'identité, sinon on aurait sigma P'
P' rond sigma P égale l'identité. En composant par sigma prime à gauche, on aurait sigma prime égale sigma P, donc P' égale P, ce qui est faux. Donc P inter P' d'autre part, parce que P est différent de P', P inter P' est une droite D. On prend un vecteur K unitaire sur D, on complète par un vecteur I pour avoir une base orthonormale de P, puisque K appartient au plan P. Hein. Et puis on complète par un vecteur J de façon à avoir une base orthonormée directe de l'espace. Donc IJK est une base orthonormée directe de l'espace. Alors évidemment, l'orthogonale de P est définie par le vecteur J, est engendrée par le vecteur J. Pourquoi? Parce que J est orthogonal à I et K IK forme une base de P. I', soit I' tel que I', on complète, hein, on fait comme pour P, on complète par I' pour avoir une base orthonormée de P', donc I'K, et on considère le plan Pi qui est l'orthogonale de la droite D. D, c'est l'intersection de P et P'. Donc I, J et I' appartiennent à Pi. Pourquoi? Parce que I est orthogonal à K, la droite D est engendrée par K, et I, J et I' appartiennent à Pi, parce que I' est orthogonal à K, I et J sont orthogonaux à K. Quitte à changer K en moins K, on va supposer que dans le plan Pi, le vecteur, l'angle IJ est égal à pi sur 2. Soit, c'est-à-dire que c'est quitte en fait à changer l'orientation de l'espace qu'on fait ça, hein, puisqu'on changerait K en moins K, donc quitte à changer l'orientation de l'espace, c'est-à-dire l'orientation du plan pi en fait, hein, eh bien on suppose que IJ, l'angle IJ est égal à pi sur 2. Donc soit J', le vecteur obtenu en faisant la rotation d'axe D et pi sur 2 et en l'appliquant à I', là on est dans le plan I' est dans le plan pi, donc on va obtenir J' qui est évidemment dans le plan pi. D'accord? Et J', comme c'est une rotation d'axe pi sur 2, est perpendiculaire à I'. Voilà. Donc, comme pour tout à l'heure, en fait, on va avoir l'orthogonale de P' qui est égal à J'. Pourquoi? Parce que le P' il était défini par le vecteur K et par le vecteur I'. Or là j'ai J' qui est orthogonal à I' et j'ai J' qui est orthogonal à K puisqu'on est dans le plan pi. Voilà. Alors sur mon dessin ça donne quoi? Le plan pi c'est celui-là, la droite D c'est celle-là, le plan P c'est celui-là, d'accord? Donc P inter pi ça va être ça va être défini par I, d'accord? P' inter pi, ça va être défini par ça, par I'. Puis alors j'ai les vecteurs normaux, hein, donc J il est normal au plan P, hein, et puis J' il est normal au plan P'. Voilà. Alors, I' par la rotation d'axe D, d'angle pi sur 2 est transformé en J'. Donc là on est dans pi, hein, l'angle I' va être égal à l'angle J'. Alors I il appartient à pi inter P, hein, et K n'appartient pas à P. Enfin il appartient à P mais pas à pi. Donc ça veut dire que P et pi sont distincts et que pi inter P, enfin pi, les plans pi et P sont distincts. Donc pi inter P est une droite, hein, et cette droite va être engendrée par I parce que I appartient à pi et à P. Voilà. Alors j'appelle delta cette droite. Donc cette droite-là, la droite engendrée par I, c'est celle-là. D'accord? C'est celle-là. J'appelle delta. Et de même, la droite, de même pi inter P', ça va être la droite I', hein, c'est-à-dire que j'appelle delta', c'est celle-là. Alors les restrictions sigma P, donc des réflexions sigma P' à pi, sont sigma delta', sigma delta', parce que, tout simplement parce que P inter pi c'est la droite D, hein, et que P inter P' c'est la droite, non pas D, delta, et là c'est delta'. Voilà, donc c'est ça.
Mais je sais que l'angle formé par l'orthogonale de P et l'orthogonale de P', c'est l'angle d'état modulo pi. D'accord? Donc ça, comme J appartient, comme P, cette droite-là est engendrée par J, et que cette droite-là est engendrée à J', par J', ça veut dire que l'angle JJ' est égal à θ plus K'I modulo de pi. Mais comme II' est égal, l'angle II' est égal à l'angle JJ', ça fait que I' est égal à θ plus K'I modulo de pi. Autrement dit que ça engendre la droite delta, ça la droite delta prime. L'angle des droites delta delta prime est égal à θ modulo pi. Et donc, on sait qu'à ce moment-là, quand on fait sigma delta prime rond sigma delta, on obtient pour le plan pi une rotation d'angle de θ, donc dans le plan pi. Donc la restriction en fait de ma rotation que j'avais au départ, ma rotation F, la restriction à pi, c'est une rotation d'angle de θ. Donc ça veut dire que F est aussi une rotation d'angle de θ. Soit F un endomorphisme de l'espace affine euclidien dont la partie linéaire est égale à moins identité, alors F est une symétrie centrale SO, c'est-à-dire une homothétie de centre O et de rapport moins 1. Démonstration, je prends un point A qui a pour image A', un point M est pour image M', on a cette relation. Et donc M est invariant si et seulement si A'M égale moins 1M. On décompose à l'aide de Chasles et on obtient que vecteur AM égale 1/2 de vecteur A', autrement dit l'unique point invariant c'est le milieu de A'. On a alors OM' est égal à moins OM, c'est-à-dire F de M égale O moins OM, quel que soit M appartenant à E. Donc F est la symétrie centrale par rapport au point. Si O est un point de l'espace affine euclidien de dimension 3, U un vecteur non nul, alors SO rond TU, TU rond SO sont des symétries centrales respectivement SA, SB, avec A différent de B et A et B différents de O. F égale SO rond TU, sa partie linéaire, c'est donc moins l'identité, rond l'identité, donc moins l'identité. Donc F est une symétrie centrale, et idem pour G. Alors, centre A pour F, centre B pour G. SO rond TU égale SA, donc TU égale SO rond SA. Donc A a pour image A par SA, puis par SO A'. U est égal à A', est égal à, donc à 2AO, et donc j'ai A qui est égal à O moins 1/2 de U. TU rond SO est égal à SB, bah, on compose à droite par SO, donc ça fait TU égale à SB rond SO. O a pour image O par SO pour image O' par SB, d'accord? Et donc là j'ai U égale O' égale 2OB, donc B égale O plus 1/2 de U. Donc, moins 1/2 de U, 1/2 de U, on voit que B est différent de A parce que U est non nul. A égale O moins 1/2 de U, U non nul, donc c'est différent de O. B égale O plus 1/2 de U, U non nul, c'est donc différent de O aussi. Propriété, si R est une rotation d'axe D et P un plan perpendiculaire en haut à D, alors F égale R rond sigma P est égal à sigma P rond R, est un antidéplacement avec un seul point invariant. Partie linéaire de F est égale à la réflexion par rapport au plan P, la direction, rond la rotation vectorielle. Donc ici isométrie positive, ici négative, donc on compose ces négatives. Donc F est un antidéplacement. En fait, c'est le produit d'un antidéplacement et d'un déplacement, donc c'est un antidéplacement. L'axe de la rotation vectorielle est une droite qui est D. Alors, c'est la direction de la droite D, mais la direction de la droite D, c'est l'orthogonale du plan P. Et ça, quand on a une réflexion par rapport à un plan P et une rotation d'axe orthogonale de P, et bien à ce moment-là, sigma P rond R est égal à R rond sigma P. On a ça. Et de plus, l'ensemble des vecteurs invariants par F est réduit au vecteur nul. Alors ça, c'est un résultat d'algèbre qu'on va trouver dans le chapitre sur les isométries vectorielles.
De plus, f de O égale O, parce que O appartient à P et à D, donc par R, il est transformé en O, et par sigma P, pardon, je ne suis pas ici, je suis ici, par R, il est transformé en O, par sigma P en O, et puis dans l'autre sens, pareil. Hein. Donc, ça veut dire f de O égale O, il n'y a que le vecteur nul qui est invariant, donc l'ensemble des points invariants par f est réduit à O. Pareil pour G, même partie linéaire, donc égale à la partie linéaire de f. Et pour les mêmes raisons, G de O égale f de O. Donc G et f coïncident en O et ont les mêmes parties linéaires, donc G est égal à f. Donc on a démontré ça on l'avait démontré avant, et on a vu qu'il y a un unique point invariant. Propriété, si f est un antidéplacement de l'espace affine euclidien E3, tel que f a un unique point invariant O et que f est différent de la symétrie centrale de centre O. Alors il existe une unique droite D, une unique rotation R d'axe D, un unique plan P perpendiculaire à D, tel que f est égal à R rond sigma P. On a de plus f égale sigma P rond R et P inter D qui est réduit au point O. Démonstration, le vecteur nul est l'unique vecteur invariant par la partie linéaire de f. Sinon, il existerait un vecteur non nul invariant. Et à ce moment-là, la droite delta définie par le point O qui est invariant et par le vecteur U qui est invariant serait une droite invariante par f, ce qui est faux puisque f n'a qu'un point invariant. S de O est égal à O, donc la partie linéaire de f ne peut pas être égale à moins l'identité. Sinon, on aurait f de m égale O moins OM, donc on aurait f égale SO, et dans les hypothèses, on a f différent de SO. D'accord? Donc on a utilisé déjà ces deux hypothèses. Maintenant, la partie linéaire est un antidéplacement. La partie linéaire n'est pas égale à moins l'identité. L'ensemble des vecteurs invariants est réduit à 0. Donc on sait, on a rappelé ce résultat, qui est un résultat d'algèbre linéaire, qu'il existe une unique droite vectorielle delta, une unique rotation vectorielle phi d'axe delta, telle que partie linéaire de f égale phi rond sigma pi, où pi est le plan est le plan égal à orthogonal de la droite delta. Soit P maintenant le plan affine défini par le point O et par sa direction pi, plan vectoriel, D la droite définie par le point O et la direction delta, la droite vectorielle delta. Bon, bah, comme pi est l'orthogonale de delta, on a évidemment P qui est perpendiculaire à D, et donc elles sont séquentes, hein, et comme elles contiennent toutes les deux le point O, eh bien on a P inter D qui est égal à O, d'accord, et donc on a démontré ça. R, la rotation qui a M associe O plus phi de OM, hein. Alors, au début, je peux dire R, je ne sais pas encore si c'est une rotation, mais je vais dire après. M invariant équivaut à dire que OM est invariant par phi, ce qui équivaut à dire que M appartient, que vecteur OM appartient à D. Et à delta, en fait, ça équivaut à dire, et donc ça équivaut à dire que vecteur OM appartient à delta, et donc ça équivaut à dire que M appartient à D. D'accord? Donc phi est bien une rotation d'axe D. Hein, parce que sa partie linéaire, c'est une rotation vectorielle, et l'ensemble des points invariants, c'est une droite. Donc c'est bien une rotation. Maintenant, la partie linéaire de f est égale à phi rond sigma pi, et phi rond sigma pi, c'est la partie linéaire de r rond sigma p. En effet, la partie linéaire de r, c'est phi, d'accord? Et la partie linéaire de sigma p, c'est sigma pi. Hein. Donc, on a bien ça. Et f de O bah, est égal à O. Si je fais sigma p de O, ça fait O, puisque O appartient à P. Et puis, R de O, ça fait O, puisque O appartient à D. Donc, en fait, j'ai F et R rond sigma P qui ont les mêmes parties linéaires et qui prennent la même valeur en haut. Donc, elles sont égales. Donc f égale R en sigma p, et d'après ce qu'on a vu précédemment, f est égal à sigma p rond R. Alors l'unicité maintenant, supposons f égale sigma p prime rond R prime, où R prime est une rotation d'axe D prime
avec un plan P' qui est perpendiculaire à la droite des primes. La partie linéaire de f est égale à sigma direction P', rond R', enfin rond, partie linéaire de R'. Donc là, on a une symétrie orthogonale et puis là, on a une rotation vectorielle avec P', comme P' est perpendiculaire à D', avec P' qui est égal à l'orthogonale de D'. Donc on a sigma par rapport à la direction P' qui est égal à sigma par rapport à la direction de P. Et on a partie linéaire de R' qui est égale à partie linéaire de R. Donc ça nous donne que P', la direction de P', bah, c'est pi, hein, d'accord. Et ça nous donne qu'elles ont le même axe, le max, ces deux rotations vectorielles au même axe. Et donc ça veut dire que la direction de D', hein, parce que ça, l'axe de R', là, c'est la direction de D', est égale à l'axe de cette rotation vectorielle qui est delta. Voilà. Donc P' est perpendiculaire à D', donc P' et D' sont séquents en A, et f de A forcément va être égal à A, parce que R' de A c'est A, et puis sigma R' de A c'est A, et sigma P' de A c'est A. Donc comme O est le seul point invariant, eh bien A est égal à O. Donc finalement, P' il est défini par O, hein, puisque P' inter D' est égal à O, O appartient à P', O appartient à D'. Alors donc P' c'est bien le plan défini par O et par pi, hein, puisqu'on a vu que sa direction c'était pi, et donc c'est le plan P. D' il est défini par O et sa direction c'est delta, donc c'est la droite D. Voilà, donc le plan et puis la droite, on a P' égale P, D' est égal à D. Maintenant F est la forme sigma P rond R, ça c'est ce qu'on avait vu là, et c'est aussi sigma P' rond R', mais P est égal à P', donc ça fait sigma P rond R égale sigma P rond R', et donc ça fait que R est égal à R' en composant par sigma P à gauche, et donc on a démontré l'unicité de cette décomposition. Soit F un antidéplacement de l'espace affine euclidien E de dimension 3 sans point invariant, alors il existe un unique plan P et un unique vecteur U appartenant à la direction de P, vecteur U non nul, hein, tel que F égale sigma P rond TU. On a alors F égale TU rond sigma P. Démonstration. Si F est égal à sigma P rond TU, alors partie linéaire de F égale réflexion par rapport au plan vectoriel P. Donc P est égal à l'ensemble des vecteurs invariants de F. Supposons que l'ensemble des vecteurs invariants de la partie linéaire de F soit réduite au vecteur nul. Je prends un point A de l'espace, A' égale F de A, un point M quelconque, dire que F de M est égal à M, ça équivaut à dire ça, et donc que F de AM est égal à A'M. Je décompose avec Chasles, A' plus AM, et j'obtiens cette égalité. Seulement F moins identité est un automorphisme de l'espace vectoriel euclidien, parce que si je cherche son noyau, dire que F moins identité en vecteur U est égal à 0, ça équivaut à dire que F de U égale U, et comme l'ensemble des points invariants est réduit à 0, ça fait un noyau qui est nul. Donc, puisque c'est un automorphisme, hein, on est en dimension finie, le noyau est réduit à 0, donc c'est un automorphisme, eh bien il existe un unique vecteur U, tel que ça en U est égal à A'. Et donc si je prends M égale A plus U, eh bien je vais avoir F de M qui est égal à M, donc M invariant, ce qui est impossible parce qu'on a dit qu'il n'y avait pas de point invariant. Donc l'ensemble des vecteurs invariants de la partie linéaire de F n'est pas réduite au vecteur nul, mais comme c'est une isométrie négative, puisque F est un antidéplacement, eh bien cette isométrie négative va alors être une réflexion par rapport au plan π, soit I le milieu de A', je reprends ces deux points-là, P le plan qui passe par I de direction π, A1 égale sigma P de A, le vecteur U qui est égal à A1 A', donc A est transformé en A1 par sigma P, puis en A' par TU, donc TU rond sigma P de A est égal à F de A, mais comme la direction
de f est égale à sigma pi et que la direction de TU rond sigma p, c'est l'identité rond sigma pi, donc ça fait la même chose. Donc j'ai deux applications qui ont la même partie linéaire et qui prennent la même valeur en A, donc elles sont égales. Voilà. Soit H, le projeté orthogonal de A sur le plan P, alors c'est le dessin que j'ai fait ici, hein. I milieu de A', I qui est dans le plan, le vecteur U, H, le projeté orthogonal, hein, sur le plan. Eh bien, U est égal à A1, A', donc par Chal, ça fait AA' moins AA1. Alors A' c'est 2AI, puis l'autre ça va faire 2AH parce que A1 c'est sigma P de A, d'accord? Donc ça veut dire que le projeté H est au milieu de AA1. Donc ça fait finalement 2HI avec I et H qui appartiennent tous les deux à P. Donc le vecteur HI appartient à la direction de P. Et ça, et donc puisque on a F qui est égal à sigma P rond TU, ben on en déduit que F est aussi égal à TU rond sigma P. De plus, le vecteur U il n'est pas nul parce que F, s'il était nul, on aurait F égale sigma P et on a dit que F n'avait pas de point invariant. Donc c'est pas le cas. Unicité, on suppose F égale sigma P' rond TU où U' appartient à la direction de P'. Donc on a la partie linéaire de F qui est égale à sigma par rapport à la direction de P', mais F, la partie linéaire de F c'est sigma pi, donc la direction de P' c'est pi, donc c'est celle de P, donc P' parallèle à P. Grâce à cette égalité, en multipliant par sigma prime à gauche et puis aussi par T moins U, on obtient ça, d'accord? Et donc ça, eh bien, sigma P, comme P et P' sont parallèles, sigma P' rond sigma P, on sait c'est TW où W appartient à l'orthogonale de P, d'accord? Et donc TW égale ça, donc W est égal à U' moins U, mais U' appartient à la direction de P', qui est égal à la direction de P, U appartient à la direction de P, donc U' moins U appartient à la direction de P, et comme W appartient à l'orthogonale de P, et que l'intersection entre la direction de P et la direction de son orthogonale, c'est le vecteur nul, on a donc W égale U' moins U égale 0, donc on a U' qui est égal à U. Et donc sigma prime P' rond TU qui est égal à sigma P rond TU, et donc on multiplie par T moins U des deux côtés, on obtient sigma P' égale sigma P, donc P' égale P, et donc ça y est, tout a été démontré. Tout a été démontré. L'unicité, l'existence. Propriété soit Pp', deux plans séquents de l'espace affine euclidien orienté grand E, D la droite P inter P', on suppose que l'angle que font les plans Pp' est égal à θ modulo pi. Alors ça signifie quoi? Ça signifie que l'angle que font les droites vectorielles orthogonales de la direction de P, orthogonale de P', est égal à θ modulo pi. Alors sigma P' en sigma P est égal à la rotation d'axe D et d'angle de θ. Démonstration, F égale sigma P' en sigma P est un déplacement comme produit de deux antidéplacements. Si M appartient à l'axe D, sigma P de M est égal à M parce que M appartient à P. Et sigma P' de M est égal à M parce que M appartient à P'. Donc sigma P' rond sigma P de M est égal à M, ce qui veut dire que F de M égale M, et donc que D est inclus dans l'ensemble des points invariants de F. Et comme F est différent de l'identité, parce que sinon on aurait sigma P' rond sigma P égale l'identité, donc en composant par sigma P' à gauche, sigma P égale sigma P' et donc P égale P', ce qui n'est pas le cas. Donc F est une rotation d'axe D. La partie linéaire de F est le produit des réflexions par rapport aux directions de P' et de P, d'accord? Et comme on sait que la direction de P et direction de P' ne sont pas égales puisque P et P' sont séquents.
Alors, on sait que leurs directions font un angle, que les directions de P et P', bah, c'est les mêmes que pour les plans affines, donc ça fait θ modulo pi. Et donc, on a une propriété d'algèbre linéaire, qu'on a revue d'ailleurs, hein, qui nous dit que la partie linéaire de f est la rotation vectorielle d'axe direction de P inter direction P', c'est-à-dire la direction de l'axe D de f. Hein. Et donc on sait que c'est une rotation vectorielle d'angle de θ. Et donc f va être une rotation, on savait déjà qu'elle était d'axe D, et maintenant donc d'angle de θ. Conclusion générale de toute cette étude, des longues études des isométries de l'espace affine de dimension 3, on raisonne en fonction de l'invariant de f. Donc si c'est E, c'est un déplacement parce que c'est l'identité. Si c'est un plan P, c'est une réflexion sigma P. Si c'est une droite D, c'est une rotation d'axe D. Si c'est un point O, c'est une symétrie centrale par rapport à O, ou bien la composée d'une rotation vectorielle d'axe D et d'une réflexion, composée commutative, et d'une réflexion par rapport au plan P avec l'axe D qui est perpendiculaire en haut au plan P. Et si c'est vide, eh bien, soit c'est une translation, alors pour les déplacements, une translation de vecteur U non nul, ou un vissage R, donc une rotation d'axe D rond TU égale TU rond R, rotation d'axe D, donc ça c'est commutatif, avec le vecteur U qui appartient à la direction de l'axe D et qui n'est pas nul. Et pour les antidéplacements, TU rond sigma P, donc composé d'une translation et d'une réflexion, composée commutative, avec le vecteur U non nul qui appartient à la direction du plan P. On va étudier une isométrie affine. On est dans l'espace affine de dimension 3 avec un repère orthonormé et on considère cette application définie par ces trois égalités qui donnent les coordonnées de l'image M' en fonction du point M de coordonnées x, y, z. Bon, la matrice de la partie linéaire, c'est ça. Et c'est une matrice orthogonale parce que Tm fois M est égal à l'identité. Donc ça nous dit qu'on a affaire à une isométrie vectorielle, donc à une isométrie affine pour f. Le déterminant de M est égal à 1. Et alors ça on l'obtient en développant par rapport à la première colonne, moins 1 fois ce déterminant, moins 2 fois ce déterminant, plus 2 fois ce déterminant, divisé par 27, ça fait 1. Donc ça me dit que f est un déplacement parce que la partie linéaire donc est une isométrie positive. Alors c'est un déplacement qui est différent de l'identité. Alors, non, c'est un déplacement et la partie linéaire est différente de l'identité. Donc la partie linéaire, pour le moment, est une rotation vectorielle. D'accord? Vectorielle. Alors, ça ne veut pas dire que f est une rotation. D'accord? Pour savoir si f est une rotation, il faut étudier l'ensemble des points invariants. D'autre part, on peut dire quelque chose sur l'angle de cette rotation vectorielle. Parce qu'on sait qu'on peut trouver une base orthonormée dans laquelle la matrice va être comme ça. Que sinus θ, moins sinus θ, que sinus θ. D'accord? Alors, là, ce qu'on voit, c'est qu'on a affaire à une matrice qui est symétrique. Celle-là, elle n'est pas symétrique, sauf si sinus θ vaut 0. C'est-à-dire, si θ est égal à 0, modulo de pi, mais dans ce cas-là, on a l'identité, ce qui n'est pas le cas ici, ou θ est égal à pi. Donc là, ça veut dire que θ est égal à pi. Comme M est symétrique, on a une rotation vectorielle d'angle pi. Bon. Alors, on peut retrouver ce résultat d'une autre façon, avec la trace 1 plus 2 cosinus θ, qui va être égal à cette trace-là, et cette trace-là, c'est moins 3 sur 3, c'est-à-dire moins 1 égale 1 plus 2 cosinus θ, qui donne θ est égal à pi. Donc, pour le moment, on sait que la partie linéaire est une rotation vectorielle d'angle pi, autrement dit, un demi-tour. Alors, maintenant, on cherche les points invariants.
Donc, on est amené à dire que ça est égal à x, à y et à z. Ce qui donne ces trois équations qu'on divise par 2. Et puis après, on voit en les additionnant que ça donne 0 égale 0. Donc, en fait, c'est équivalent aux deux premières. Je garde la première, je fais une soustraction 1 moins 2 et je trouve ça, puis ça, qui me dit que le point M, x, y, z est égal à x fois le vecteur 1, 1, 1 plus le point 0, 1, 1. Autrement dit, c'est la droite D engendrée, enfin qui passe par le point A, d'accord, et de direction engendrée par le vecteur U, 1, 1, 1. Voilà. Donc c'est une droite, et donc j'ai bien affaire à une rotation. Donc là, je peux conclure, F, c'est une rotation affine d'axe cette droite d'angle pi. Donc c'est un demi-tour. Donc c'est le demi-tour d'axe D. Deuxième exemple d'étude d'une isométrie affine. Donc on est toujours dans l'espace affine euclidien de dimension 3. F est donné par ces équations. La matrice de sa partie linéaire est orthogonale parce que Tm fois M est égal à I3. Donc on a bien affaire à une isométrie vectorielle, donc à une isométrie affine. Le déterminant de M est égal à moins 1, puisque c'est moins 1 fois 1, donc c'est un antidéplacement. La partie linéaire n'est pas moins l'identité, et la matrice n'est pas symétrique, donc c'est pas une réflexion. La partie linéaire n'est pas une réflexion vectorielle, et donc ça signifie que F va être de cette forme-là. C'est-à-dire produit commutatif d'une réflexion par une rotation d'axe D. La réflexion, c'est par rapport au plan P et il est perpendiculaire à D. Alors, on va d'abord chercher l'intersection de ce plan et de cette droite. Ça va être le point invariant de F. Donc, on résout F de M égale M. Donc, bon, ça nous égale X, égale Y, égale Z. On manipule un peu et ça donne X égale 3,5, Y égale 3,5, Z égale moins 1,5, donc un point A. La droite D, ça va être la droite, la direction de la droite D, c'est-à-dire la direction de la rotation, va être donnée par D égale quart de F plus identité, parce que en fait, sur cet axe-là, quand on prend un vecteur, il est transformé par la rotation, il ne bouge pas, et par la symétrie orthogonale, il est changé dans son opposé. Donc il faut résoudre F de U égale moins U. Donc, N plus I3, bah, on rajoute 1, 1, 1. Et puis ensuite, on multiplie par X, Y, Z, on dit que ça fait 0. On obtient ces trois équations qui nous donnent X égale Z, Y égale moins Z. Et donc, et puis Z est égal à Z, donc au total ça fait X, Y, Z égale Z facteur de 1 moins 1, 1. Et donc la droite D, c'est la droite engendrée par ce vecteur U. Et donc, à la droite vectorielle, la droite D, la droite affine, bah, c'est la droite qui passe par le point A et qui a cette direction-là, donc qui est donnée par le vecteur U. Et le plan P, il passe par le point A, et lui, sa direction, c'est l'orthogonale de la droite D. Alors le plan orthogonal à D, puisque D a cette direction-là, bah, ça va être 1x moins y plus z plus lambda égale 0. Il faut qu'il contienne A. Donc quand je remplace x par 3,5, y par 3,5 et z par moins 1,5, bah, je trouve lambda égale moins 1,5. Donc le plan P a pour équation cartésienne x moins y plus z moins 1,5 égale 0. Quel est l'angle de la rotation ? Et dans une base orthonormée adaptée, on sait que la matrice va être de cette forme-là, puisque sur l'axe, les vecteurs sont changés en leur opposé. Et puis dans le plan, bah, c'est juste la rotation, puisque la symétrie orthogonale par rapport au plan, bah, elle laisse invariant. Et donc on voit que la trace c'est moins 1 plus 2 cosinus θ, mais ici la trace c'est 0, donc égale 0. Ce qui me fait que cosinus θ égale 1,5. On oriente la droite D par le vecteur qui la dirige. En orientant la droite D, on oriente le plan perpendiculaire. Donc on oriente aussi P. Et dans P, on choisit un vecteur W. Alors P, son équation c'est... Alors, on enlève le 1,5, égale 0. Je prends 1, 1, 0. 1, 1, 0.
Je calcule son image par la partie linéaire ici. 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0. Je trouve 0, 1, 1. Et je sais que ce déterminant, avec U, le vecteur W et FW, bah, son signe va me donner le signe de sinus θ. Θ étant l'angle de la rotation. Donc je remplace, ça fait premier vecteur, deuxième vecteur, troisième vecteur. Je fais colonne 2 moins colonne 1, comme ça, ça me permet d'avoir 0, 2, moins 1. Je développe par rapport à ce 1 ici, donc ça fait 1 fois 2 fois 1, 2, plus 1, 3, ça fait 3 positifs. Donc sinus θ est positif, donc sinus θ, puisque le cosinus est égal à 1 demi, sinus θ va être égal à racine de 3 sur 2, et donc θ va être égal à pi sur 3 modulo de pi. Ce qui fait que F est le produit commutatif de la rotation d'axe D, donc je rappelle que D c'était la droite à U, et d'angle pi sur 3, par la réflexion par rapport au plan P, qui est donné par cette équation cartésienne. Et c'est terminé. Exemple 3, une application F de l'espace affine euclidien définie par ces relations, la matrice de sa partie linéaire, orthogonale parce que Tm fois M est égal à l'identité, donc l'application F est une isométrie affine, le déterminant de la matrice est égal à 1, donc c'est un déplacement. La partie linéaire n'est pas égale à l'identité, donc sa partie linéaire est une rotation donc θ. Et quand on regarde la trace qui est égale à 0, ça fait 1 plus 2 cosinus θ, on trouve cosinus θ égale moins 1,5. Ensemble des points invariants, f de m est égal à m. Ça équivaut à dire que x est égal à moins z plus 1, y égale moins x, z égale y moins 2. On manipule un peu ça et on trouve qu'il y a une impossibilité puisque z peut, moins x plus 1 ne peut pas être égal à moins x moins 2. Donc, il n'y a pas de point invariant. F est un vissage et donc peut s'écrire de cette façon-là avec W, donc comme produit d'une translation et d'une rotation d'axe D, avec le vecteur de translation qui appartient à la direction de la droite. Dire que un vecteur U appartient à cette droite, ça équivaut à dire que partie linéaire de F appliquée en U est égale à U. Donc que moins Z est égal à X, que moins X est égal à Y et que Y est égal à Z. On trouve X, Y, Z donc était de cette forme. Et ça c'est un vecteur nu. Et donc la droite c'est une droite vectorielle engendrée par ce vecteur U. Donc l'ensemble des vecteurs invariants par la partie linéaire de F est une droite vectorielle engendrée par F. Dire que M appartient à l'axe de la rotation D, c'est comme ça en fait. Le plan, l'axe de la rotation, et puis il y a une translation. Ça équivaut à dire que R de M est égal à M. Pourquoi? Oui, puisque ici, sur l'axe, R de M est égal à M. Puis ensuite, on translate. Et donc, ça équivaut à dire que MF de M, ça implique que MF de M est égal au vecteur de translation. MF de M, c'est quoi? F de M, c'est ça. Donc, on enlève M, donc ça fait moins X. Donc, moins X moins Z plus 1, moins X moins Y, Y moins 2, moins Z. Et comme il doit être égal au vecteur de translation qu'on ne connaît pas, mais on sait que ce vecteur de translation, comme il appartient à cette droite, il est collinéaire à ça. Donc voilà, donc on fait des produits en croix, 3 produits en croix qui nous donnent ces équations-là. On manipule un petit peu et on va trouver ce système-là. Et de ce système-là, on trouve que x égale x, bien sûr, que y est égal à moins x plus 1 et que z est égal à moins x. Donc là, je remplace z par moins x, ça fait y plus x, donc ça fait bien à moins x. Donc je sépare légèrement, je mets x en facteur et j'obtiens ça. Moins x facteur de moins 1, 1, 1, plus ce point-là. Donc la droite là est définie par ce point, puisqu'il appartient à cette droite, et par le vecteur u, ça c'est pas étonnant. Donc voilà la droite D. Si je prends le point A, son image, alors j'applique ici, je fais x égale 0, y égale 1, z égale 0. J'ai trouvé que f de A a pour coordonnées 1, 0, moins 1. Et donc W va être égal à f de A.
Donc je fais 1 moins 0, 0 moins 1, moins 1 moins 1. Non, j'ai dû me tromper. A, F de A, 1 moins 0, 0 moins 1, et moins 1 moins 0, pardon. Donc j'obtiens ça. Alors pour le sinus de θ, ben, j'oriente la droite D par le vecteur, bon, toujours le même, hein, celui-là. Et donc le plan D orthogonal, c'est moins x plus y plus z est égal à 0. Je choisis un vecteur dedans. 1, 1, 0. Je regarde son image, qui va être encore dans le plan. C'est 0, moins 1, 1. Alors son image, j'applique ici à cette matrice le vecteur 1, 1, 0. 1, 1, 0. 1, 1, 0, ça fait 0. 1, 1, 0, ça fait moins 1. 1, 1, 0, ça fait 1. D'accord. Voilà. Et je regarde le déterminant de le vecteur ici, d'accord, U, le vecteur V et le vecteur F de V. Et je sais que le signe de ce déterminant, alors ça c'est le cours d'algèbre, c'est le signe de θ. Donc je calcule le déterminant. Je peux développer par rapport à la première ligne, moins 1 fois ce déterminant-là, c'est-à-dire moins 1 fois 1, moins 1, moins 1 fois 1 plus 1, 2, donc moins 2, ça fait moins 3, donc le sinus de θ est négatif, donc θ, alors θ, son cosinus était égal à moins 1,5. Donc pour le sinus, c'est plus ou moins racine de 3 sur 2. Donc si je veux que le sinus soit négatif, eh bien je vais prendre moins 2 pi sur 3. Parce que je vais prendre un sinus qui est égal à moins racine de 3 sur 2. Voilà, donc finalement, F, c'est la translation de vecteur W, avec W comme ça. Rond, rotation d'axe D, donc la droite D, c'est celle-là. Et d'angle moins 2 pi sur 3, d'accord. Et je sais que c'est commutatif, donc c'est aussi rotation, rond, translation.